Bonsoir à tous. Je déclare ouverte l'Assemblée Générale dématérialisée 2021 de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et vous remercie pour votre participation. Chers amis, vous le comprenez bien, nous ne pouvons cette année encore nous réunir physiquement. Les mesures sanitaires et le principe de précaution nous amènent à utiliser les moyens numériques pour y pallier. Nous avons tout mis en place pour que cette AG soit la plus complète et interactive possible. Cette nouvelle procédure vous permettra en effet de vous exprimer en votant, ce qui n'a pu être réalisé l'an passé. À cette fin, vous devrez utiliser la plateforme numérique dont les accès vous ont été fournis préalablement. L'Assemblée Générale 2020 n'a pas pu avoir lieu, mais en vertu d'une ordonnance spécifique du 2 décembre 2020, le Conseil d'administration de la FDC 17 a dû valider certaines décisions, sauf les comptes de l'exercice 18-19, qui sont donc soumis à l'Assemblée Générale 21. Les convocations vous ont été adressées, et conformément au délai statutaire, par voie postale ou numérique. La présente Assemblée portera donc sur l'ordre du jour suivant. L'approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 avril 2019. Le rapport moral 2018 validé en Conseil d'administration. Le rapport financier 2018-2019. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 30 juin 2019. L'approbation des comptes 2018-2019, quitus au président et affectation du résultat. L'Assemblée Générale extraordinaire. Modification statutaire. Adoption des nouveaux statuts conformément à l'arrêté du 11 février 2020, avec choix pour l'article 5, relatif au nombre des membres du Conseil d'administration. L'Assemblée Générale ordinaire sur l'exercice 2019-2020. Rapport moral 2019-2020, qui vous sera présenté sous forme d'une vidéo d'une dizaine de minutes. Le rapport financier 2019-2020. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 30 juin 2020. L'approbation des comptes 2019-2020, quitus au président et affectation du résultat. Le renouvellement du commissaire aux comptes rétroactif au 1er juillet 2020. La nomination d'un commissaire aux comptes suppléant, Madame Stéphanie Vallée, rétroactif au 1er juillet 2020. La fusion des réserves. L'approbation du budget 2021-2022. Le vote du montant des cotisations 2021-2022 et des participations financières du plan de chasse 2021-2022. Les décisions et vœux et le rapport d'orientation. Assemblée Générale Ordinaire, exercice 2018-2019. Validation du dernier procès-verbal d'AG, première résolution. Nous allons passer au vote de la première résolution. L'approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2019. Je vous demande de bien vouloir voter via la plateforme numérique prévue à cet effet. Dans la continuité, vous pouvez découvrir sous format vidéo notre rapport d'activité 2018-2019. Veuillez procéder au vote de la deuxième résolution concernant ce rapport d'activité qui sera repris sous format papier pour le compte-rendu de notre congrès. Je vais maintenant laisser la parole à Francis Vincent, notre trésorier. Francis, c'est à toi. Rapport financier 2018-2019. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les présidents, amis chasseurs, bonsoir. En ma qualité de trésorier, il me revient la mission de vous présenter les comptes consolidés de notre fédération pour l'exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Ces comptes, établis par notre expert comptable et vérifiés par notre commissaire aux comptes, ont été présentés par le Conseil d'administration en date du 20 février 2020. Le bilan. Le total du bilan s'élève à 7 646 616 €. La répartition en est la suivante à l'actif. Les immobilisations et la trésorerie, 7 277 248 €. La répartition du passif est la suivante. Les capitaux propres, 6 590 813 €, comprenant le résultat de l'ensemble de l'exercice avec un déficit de moins 102 871 €. Des provisions pour risques et charges de 278 858 € et des dettes diverses de 777 245 €. Le compte de résultat.
Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 660 580 € et se répartissent comme suit. Les charges d'exploitation s'élèvent quant à elles à 2 967 540 €, dont les détails figurent dans le graphique suivant. Les résultats d'exploitation de l'exercice est donc déficitaire de moins 306 960 €. En résumé, un résultat d'exploitation déficitaire de moins 306 960 €, un résultat financier de 205 289 €, un résultat exceptionnel de 17 294 € et l'impôt de 18 494 €. Le résultat net de l'exercice est donc déficitaire de moins 102 871 € et les produits financiers cette année n'ont pas permis l'équilibre budgétaire. Le compte de résultat dégâts grand gibier. Les différents postes de charges et de produits restent intégrés à la comptabilité générale de la Fédération. Je commencerai par les charges qui se sont élevées à 881 149 € contre 604 530 € en 2018. Elles comprennent pour l'essentiel les indemnisations versées aux agriculteurs pour 530 843 € contre 291 641 € en 2018, c'est une progression de 239 202 €, plus 82%. Les vacations et frais des estimateurs pour 68 353 € et la quote-part des frais généraux supportés par la Fédération pour la gestion administrative des indemnisations, 178 808 €. Les produits, quant à eux, ont atteint 615 655 € et ne suffisent pas à permettre l'équilibre des comptes. Ils sont composés pour l'essentiel par la vente des thèmes départementaux grand gibier pour 173 570 €. Vous avez été 10 027 à l'acquérir, soit plus de 54% de la population totale des chasseurs en Charente-Maritime. La vente des bracelets de plan de chasse, 368 790 €. Le fonds de péréquation nationale pour 50 666 €, alimenté par le thème grand gibier, acquitté par les chasseurs titulaires d'une validation nationale et qui nous a été ristourné par notre fédération nationale. Le résultat d'exploitation de l'exercice est donc déficitaire de moins 265 494 € contre 88 400 €. Après prise en compte du résultat financier est exceptionnel. Le résultat net de l'exercice ressort donc avec un déficit de moins 245 925 € contre 106 176 €. La loi nous oblige à avoir au moins une année de trésorerie d'avance pour garantir le paiement des dégâts. Pour nous aider à tenir le cap, il convient d'assurer une gestion rigoureuse des populations de grand gibier. Nous devons diminuer les dépenses d'indemnisation en protégeant efficacement les cultures. Il nous faut surtout nous unir pour assurer collectivement la réussite de nos prélèvements. J'en ai terminé avec la présentation du bilan et des comptes de résultats. Je vais maintenant passer la parole à M. Farbos, notre commissaire aux comptes, pour son rapport annuel. Bonjour. Ce sont dans des conditions particulières que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire part de mon rapport sur les comptes annuels clos le 30 juin 2019. Ce rapport a été présenté il y a un certain nombre de mois à votre conseil d'administration. C'était en février 2020. Et je dois à nouveau vous le présenter aujourd'hui afin que vous puissiez le ratifier. Mon opinion tout d'abord. En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime relatif à l'exercice clos le 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au premier rapport et tels qu'ils ont été présentés par votre trésorier peu avant mon intervention. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et dont une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. Je compléterai mon propos par la justification des appréciations. En application des dispositions de l'article L. 823-9
et R 823-7 du Code de commerce relative à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants. L'article 10, alinéa 91.2 de vos statuts, prévoit une comptabilité autonome affectée à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier, dont ces composantes sont ensuite reprises dans le combiné des comptes soumis à certification. Dans le cas de mon appréciation des règles des principes comptables suivis par votre fédération, j'ai vérifié la correcte application des méthodes comptables mentionnées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et me suis assuré de la présentation qui en a été faite. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Comme chaque année, il me reste à remercier tout le personnel, technique, administratif, le trésorier, l'ensemble des administrateurs, qui m'ont permis de réaliser ma mission sur cet exercice dans des conditions normales, c'est-à-dire sans incidence de la crise sanitaire. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans quelques instants pour me donner mon avis sur les comptes clos le 30 juin 2020. Je remercie Francis Vincent, notre trésorier, pour son intervention, ainsi que M. Joël Farbos, notre commissaire aux comptes. Approbation des comptes 2018-2019, quitus au président. L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après que le rapport du président et celui du trésorier lui aient été présentés et connaissance prise du rapport du commissaire aux comptes, approuve dans toute leur partie le rapport du président et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019, tels qu'ils ont été présentés et se soldant par une perte nette de 102 871 €. L'Assemblée générale donne en conséquence au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. Merci de bien vouloir procéder au vote de la troisième résolution. Affectation du résultat 2018-2019, quatrième résolution. L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur proposition du président, décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2019, soit 102 871 € en totalité aux ressources propres. Merci de bien vouloir procéder au vote de la quatrième résolution. L'Assemblée générale extraordinaire. Approbation des statuts. Conformément à l'arrêté du 11 février 2020, résolution unique, nous allons ensuite passer au vote suivant. L'arrêté du 11 février 2020, portant modèle de statut des fédérations départementales des chasseurs, dispose en son article 1 que les fédérations départementales des chasseurs doivent adopter les statuts dont le modèle figure en annexe au présent arrêté avant le 30 avril 2020. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent alors au mandat des membres du conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs et au mandat des membres du bureau de la fédération départementale des chasseurs en cours de validité à la date d'adoption de ces statuts. L'intégralité des conseils d'administration devront être renouvelés en 2022. En application de ces statuts, nouveaux et obligatoires, nous pouvons porter jusqu'à 16 au maximum le nombre d'administrateurs de la FDC 17. Ceci nous permettra de passer de 15 à 16 membres et bénéficier ainsi d'une personne supplémentaire pour être à l'écoute des adhérents, suivre les secteurs cynégétiques et accompagner le nombre croissant de dossiers que nous avons à traiter. Vous pouvez consulter la version 2018 et la nouvelle rédaction proposée de nos statuts sur la plateforme numérique. Vous l'aurez compris, la nouveauté est la mise en place obligatoire d'une comptabilité générale, d'une seule affectation du résultat et de 3 comptabilités analytiques: fonctionnement général, dégâts grand gibier et éco-contribution. Je vous soumets donc la résolution unique portant modification statutaire. En vous remerciant pour vos votes et votre confiance. Assemblée générale ordinaire, exercice 2019-2020. Rapport moral 2019-2020, vidéo, première résolution.
fédération compte 835 adhérents territoriaux, dont 678 signataires du contrat de service. Elle a accompagné, au sein de ce réseau, 47 contrats faisant de niveau 4. Le développement des cultures à gibier, des cultures intermédiaires et des jachères faune sauvage s'est traduit par 156 contrats passés avec 131 exploitants agricoles sur 95 territoires de chasse. À ce programme soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine s'ajoute le programme EVA, où le département de la Charente-Maritime apporte depuis 2001 un financement sur les chantiers de plantation de haies. Ainsi, ce sont presque 38 km de haies qui ont encore été plantées en 2020. Dans le cadre d'une convention entre la FDC 17 et RTE, elle oriente son investissement sur les communes en convention petit gibier. Ainsi, ce sont 54 embases de pylônes qui ont été aménagées. 22 dossiers de changement de réserve de chasse ont été instruits totalement par la fédération en 2020, auxquels il convient d'ajouter 6 mises à jour de dossiers datant de la saison précédente, époque durant laquelle c'est la DDTM qui en avait la charge. La loi chasse est entrée en vigueur fin décembre 2019. Outre la réforme des ACCA, elle a également réformé la gestion des oppositions cynégétiques et réintégration désormais transmis au FDC. Les dossiers nous ont été transmis par la DDTM avec 2 à 3 mois de retard. Les dossiers de réintégration de 2018 n'avaient pas été traités. Il a fallu gérer ces dépassements de délai, pourtant légalement encadrés. Ceci a bien évidemment engendré des contentieux. La FDC 17 s'est vue accepter le 1er juin 2020 ses dossiers de demande de subvention au titre de l'éco-contribution. L'OFB et la FNC cofinancent ainsi tout projet biodiversité émanant des FDC, à hauteur de 15 € par chasseur, 10 € de l'OFB et 5 € de la FNC. Les 2 dossiers sont pluriannuels, 3 ans, et visent à valoriser les propriétés acquises en zone humide par les chasseurs et les réserves de chasse situées sur les marais de la Seudre et l'ancien golfe de Saintonge. Pour chacun de ces sites, un état des lieux est effectué. Il en découlera un plan d'action respectif, incluant des travaux de restauration, réhabilitation d'habitat et de fonctionnement du réseau hydraulique. Parallèlement, un suivi avifaune a débuté dès l'automne, associant par ailleurs un programme de capture de sarcelles d'hiver, équipé pour l'occasion de balises satellites. 10 sarcelles ont ainsi pu être équipées et livrent déjà quelques secrets quant à leur stratégie d'hivernage. Nous attendons la seconde validation du comité OFB qui devrait intervenir courant juin 2021. La fédération a continué à défendre les intérêts des chasseurs de tonnes dans le cadre de sa mission de mandataire pour l'application de la loi sur l'eau. Le remplissage de mares de tonnes n'étant pas prioritaire, la FDC a mis toute son énergie pour défendre ce dernier. Sur le site de la cabane de Moin, les comptages ornithologiques sont effectués du 20 août au 15 avril. Leur fréquence est de l'ordre d'un comptage tous les 5 jours. En période de migration, ceux-ci sont réalisés tous les 2 jours. Ces comptages recensent l'ensemble des espèces présentes sur le site, à l'exception des passereaux, qui font l'objet d'un suivi scientifique spécifique au printemps. Dans le cadre du protocole national de suivi de la barge à queue noire, un dénombrement mensuel est réalisé et intensifié en période de migration prénuptiale. Nous avons observé qu'un pic de 302 individus le 11 mars 2019. Au cours de cette période, nous avons pu lire les bagues colorées de 9 oiseaux. Pour l'avocette élégante, les effectifs nicheurs ont baissé et la reproduction a été anéantie par les goélands. 9 oiseaux équipés de bagues colorées ont été identifiés. Les prairies ayant été submergées tout au long de l'hiver, il n'y a pas eu la quantité de bécassines des marais habituels. Seulement un oiseau a été capturé et marqué. Les résultats montrent l'hivernage des anatidés et des foulques. Avec une pluviométrie importante dès le mois de septembre, le marais s'est retrouvé très attractif pour l'avifaune migratrice. L'ensemble des prairies inondées tout au long de l'automne et une bonne partie de l'hiver a favorisé le stockage des anatidés. Cet hivernage fait partie des plus importants depuis l'année 2000. Malgré une petite baisse des effectifs fin février, les chiffres sont repartis à la hausse début mars pour atteindre un pic migratoire prénuptial le 10 mars 2020. Depuis plusieurs années, dans le cadre d'un programme scientifique, nous marquons et équipons de balises GPS les sarcelles d'hiver. Malgré un hivernage très intéressant, seulement 6 sarcelles d'hiver et 1 colvert ont été bagués. Les passereaux nicheurs ont été suivis en utilisant le protocole INRA. 8 points d'écoute ont été identifiés prenant en compte les différents habitants présents sur le site. 3 passages ont été réalisés au cours du printemps sur la période 19 mai-10 juin. La reproduction concernant les anatidés et anséridés s'est avérée bonne avec le retour de la sarcelle d'été nicheuse.
Présente auprès de nombreux acteurs locaux, la FDC 17 a participé à près d'une trentaine de réunions en lien avec les politiques publiques environnementales, à l'image de Natura 2000, des commissions locales de l'eau, de la GEMAPI et de bien d'autres encore. Bien que chronophage, cette participation est essentielle au maintien d'un bon relationnel et au développement de partenariats dans un contexte où la chasse doit être davantage soutenue, comprise et valorisée. Le suivi de la faune sauvage a mobilisé l'ensemble du service technique et de nombreux bénévoles pour un suivi sur tout le département, y compris les îles de Ré et Oléron. 473 km ont ainsi été suivis selon la méthode des indices kilométriques d'abondance. Les autres espèces restent essentiellement connues par le biais des retours de carnet. Le suivi sanitaire a continué son développement en 2020. La fédération dispose d'un réseau de chasseurs formés à l'examen initial de la venaison qui comportait 792 personnes actives au 30 juin 2020. Dans le cadre de Sylvatube, 11 blaireaux et 3 sangliers collectés sur les bords de route ont été analysés. Tous étaient négatifs. Dans le cadre de la surveillance programmée, ce sont 119 sangliers et 77 blaireaux qui ont été analysés. Sur ces derniers, 4 sangliers ont été contrôlés positifs sur les communes de Soubran, Saint-Chier-Champagne et Fléac-sur-Saugne, ainsi que 2 blaireaux sur les communes de Artenac et Consac. Par ailleurs, 30 autopsies ont été réalisées dans le cadre du réseau SAGIR afin de mieux connaître les causes extra-synégétiques de mortalité du gibier. Cette année, les analyses se sont essentiellement concentrées sur le chevreuil du fait d'une mortalité anormale sur les secteurs L, T, K et Q et suivi de l'espèce, lièvre en seconde position. Il est à noter que les analyses nous ont également révélé des cas de RHDV2 et 2BHS. Le suivi des plans de chasse du grand gibier constitue toujours le cœur des missions de la fédération. Si les populations de cervidés ont connu un développement plutôt maîtrisé, les sangliers ont en revanche continué leur expansion. Cela a nécessité la reconduction des mesures de gestion adaptées, telles que la chasse dans les réserves, à une fréquence plus élevée dans les secteurs les plus sensibles, les réattributions hebdomadaires de bracelets sangliers et le remboursement des dispositifs de marquage non utilisés ont été reconduits pour encourager la pression de chasse. La fin de l'année synégétique 2019-2020 a été marquée par l'arrivée de la pandémie Covid-19 et le confinement qu'elle a entraîné. La prolongation de la chasse au sanglier en mars n'a donc pas pu se concrétiser alors que c'était la première année de sa mise en place. La fédération se doit aussi de veiller à l'équilibre agro-sylvo-synégétique. 90 contrats permettant aux ACCA et aux viticulteurs de réduire l'impact des dégâts de chevreuil ont été signés. 455 dossiers ont été traités et un total de 491 hectares de cultures ont été détruites sur l'ensemble du département. Indispensable au traitement des dossiers d'indemnisation, la phase d'estimation amiable est menée à bien par une équipe de 9 estimateurs coordonnés par la fédération. Le volet formation, conduit par la fédération, est resté à un niveau élevé, avec, hors permis de chasser, plus de 403 stagiaires accueillis dans le centre de Saint-Julien-de-Lescape. Pas moins de 11 thématiques alimentent ce programme, désormais formalisé dans un catalogue. Toutes ces formations sont gratuites, en ce qu'elles sont financées par le timbre fédéral. La sécurité a continué de mobiliser l'énergie de la fédération avec la poursuite du module sur le rôle des chefs de ligne, formation suivie par 330 responsables de battus et la formation à la sécurité a reçu 479 stagiaires. L'examen du permis de chasser a donné lieu en 2019-2020 à la formation de 324 candidats, 293 ont passé les épreuves et 206 ont été reçus, soit un taux de réussite de 70%. Le service de validation des permis constitue un pic d'activité estivale avec le guichet unique. Les modes de validation évoluent avec une nouvelle progression d'Internet qui, depuis l'an passé, reste le premier moyen de validation. L'évolution du nombre d'adhérents traduit toujours une érosion structurelle. Mais la moyenne d'âge du chasseur établie à 55 ans et le fait que 2611 adhérents ont moins de 35 ans donne des raisons d'espoir.
Avec plus de 16 722 adhérents individuels et 835 adhérents territoriaux, la fédération reste la première association du département, tant sur le plan des effectifs que sur celui de la représentation des territoires. L'assistance aux ACCA se traduit aussi par les opérations chasse-vacances. 98 brocards ont été tirés à l'approche par des chasseurs venus en vacances en Charente-Maritime sur 39 territoires de chasse conventionnés. La surveillance des territoires tout au long de la saison de chasse est aussi un service essentiel, assuré grâce aux agents de développement. En 2019-2020, 410 contrôles ont été effectués par nos agents qui ont rédigé 31 procédures et 94,3% des personnes contrôlées étaient en règle. La fédération assume sa mission d'association agréée de protection de l'environnement. Les activités du pôle nature de la cabane de Moin en attestent. L'accueil de plus de 2500 visiteurs lors des animations guidées reste un gage de reconnaissance, notamment auprès des établissements scolaires. Un encart publicitaire dans le journal Le Petit Zapper nous a permis d'assurer les sorties crépusculaires en période estivale. 2 sorties supplémentaires ont été programmées pour pallier à la demande. L'entrée de M. Labbaye, directeur à la FDC 17, au comité de direction de l'Office du tourisme de la Carreau, doit permettre la promotion du développement touristique et pédagogique de la réserve. La fréquentation scolaire a été quasiment nulle en début d'année. Toutes les écoles qui avaient réservé par la suite ont annulé. La fédération a continué de développer un service d'information à la fois indispensable et complémentaire des actions de communication. La fréquentation, toujours en hausse du site internet de la fédération, en est l'illustration. Le fer de lance de cette politique d'information reste pour la communauté cynégétique la revue Chasseurs en Nouvelle-Aquitaine. Cette revue trimestrielle, déclinée sur internet et sur les réseaux sociaux, incarne aussi la capacité des fédérations à travailler ensemble à l'échelle de la région. Cette vidéo a été réalisée avec la voix de notre vice-président Jean-Bernard Delarquier. Elle sera en ligne dès lundi sur Internet. Veuillez procéder au vote de la première résolution concernant ce rapport d'activité qui sera repris sous forme papier pour le compte-rendu de notre congrès. Je vais maintenant laisser la parole à Francis Vincent, notre trésorier. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de trésorier, il me revient la mission de vous présenter les comptes fusionnés pour la première fois afin de répondre à la réforme financière de la chasse de notre fédération. Ceci est applicable à compter de l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Ces comptes établis par notre expert comptable et certifiés par notre commissaire aux comptes ont été préparés par le conseil d'administration en date du 25 février 2021. Le bilan. Le total du bilan s'élève à 7 398 132 €. La répartition en est la suivante à l'actif. Les immobilisations et la trésorerie, 6 843 487 €. Les autres actifs, 554 645 €. Comme vous pouvez le constater, le poste immobilisation et la trésorerie représentent 92,5% et donc les autres actifs 7,5%. Le passif s'élève quant à lui à 7 398 132 €. Sa répartition en est la suivante. Les capitaux propres, 6 306 702 €, comprenant le résultat d'ensemble de l'exercice avec un déficit de 284 109 €. Des provisions pour risques et charges et autres fonds dédiés pour 411 571 € et des dettes diverses 679 859 €. Vous pouvez observer que les capitaux propres représentent 85%. Le compte de résultat. Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 860 426 €. Ils se répartissent comme suit. Les ventes de marchandises pour 55 300 €, les prestations de services pour 2 97 518 €. Elles comprennent les affiliations des ACCA, des AICA, des chasses privées, les contrats de service, les adhésions des chasseurs, les bracelets de plan de chasse et les validations du permis de chasser.
Les subventions d'exploitation pour 312 932 euros et l'ensemble des autres produits pour 287 664 euros. Les charges d'exploitation s'élèvent quant à elles à 3 215 850 euros et se répartissent comme suit. Les résultats d'exploitation de l'exercice est donc déficitaire de moins 355 424 euros. À ce résultat d'exploitation, il nous faut intégrer un résultat financier bénéficiaire de 178 874 euros. Ce résultat positif est essentiellement lié au revenu des placements financiers pour 231 105 euros. Un résultat exceptionnel bénéficiaire de 4 216 euros. Pour récapituler, un résultat d'exploitation déficitaire de moins 355 424 euros, un résultat financier de 178 874 euros, un résultat exceptionnel de 4 216 euros, l'impôt et des engagements à réaliser, moins 111 775 euros. Le résultat net de l'exercice est donc déficitaire de 284 109 euros. Conformément à la législation, et pour la première fois, les différents postes de charges et de produits sont traités en comptabilité analytique et permettent de déterminer un résultat par section. La première, le résultat fédéral ressort à moins 7 338 euros. Le résultat dégâts grand gibier à moins 276 771 euros. Et le résultat éco-contribution à 0. J'en ai terminé avec la présentation du bilan et des comptes de résultats et les soumets donc à votre approbation. Merci à tous. Je vais maintenant passer la parole à M. Joël Farbos, notre commissaire aux comptes, pour son rapport annuel. Rebonjour. Cette fois-ci, je vais vous faire état de mon rapport sur les comptes clos le 30 juin 2020. Mon opinion. En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints pour un rapport et tels qu'ils ont été présentés, avant mon intervention, par le Trésorier. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. Pour cet exercice, j'ai une observation importante à vous faire, qui est la suivante. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-avant, j'attire votre attention sur le point suivant, exposé dans la note fait caractéristique de l'annexe des comptes annuels, annexe que vous pourrez consulter en intégralité sur le site de la Fédération. Et cette note concerne la réforme financière de la chasse. Une réforme d'une grande ampleur. Justification des appréciations. La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fédérations, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leur perspective d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et de travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des fédérations et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions de l'article L 823-9 et R 823-7 du Code de commerce relative à la justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment
en ce qui concerne les nouvelles règles de comptabilisation dans les fédérations départementales de chasse. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Alors je voudrais conclure mon propos, une fois de plus, en remerciant toute l'équipe administrative bien évidemment, mais aussi technique. Monsieur le trésorier, avec qui je suis souvent en contact, et l'ensemble du conseil d'administration. Et puis, je voudrais formuler un vœu aussi, c'est que l'année prochaine, à cette même période, nous puissions nous retrouver tous ensemble et que je sois face à vous, non pas devant une caméra, mais face à vous, pour pouvoir m'exprimer. Et j'espère très sincèrement que nous pourrons le faire. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Francis Vincent, notre trésorier, ainsi que Joël Farbos, notre commissaire aux comptes. Approbation des comptes 2019-2020, quitus au président. L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après que le rapport du président et du trésorier lui ait été présenté, et connaissance prise du rapport du commissaire aux comptes, approuve, dans tous leurs parties, le rapport du président et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils ont été présentés et se soldant par une perte nette de 284 110 €. L'Assemblée générale donne en conséquence au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. Merci de bien vouloir procéder au vote de la deuxième résolution. Affectation du résultat 2019-2020, troisième résolution. L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur proposition du président, décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2020, soit 284 110 € au compte report à nouveau débiteur. Merci de bien vouloir procéder au vote de la troisième résolution. Renouvellement du mandat de notre commissaire aux comptes et de son suppléant. C'est donc la quatrième résolution. L'Assemblée générale, constatant que les mandats de M. Joël Farbos, commissaire aux comptes, titulaire, et Mme Laurence Versailles, commissaire aux comptes suppléante, sont arrivés à expiration depuis l'Assemblée générale qui devait se tenir en avril 2020, décide de renouveler le mandat de M. Farbos pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes de juin 2025. De ne pas renouveler le mandat de Mme Versailles, commissaire aux comptes suppléante, et de nommer en remplacement Mme Stéphanie Vallée en qualité de commissaire aux comptes suppléante pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de juin 2025. Je vous invite à procéder au vote de la quatrième résolution. Après cela, nous allons passer à la résolution suivante, la fusion des réserves présentée par M. Vincent, le trésorier de la Fédération. Francis, c'est à toi. Merci Christophe. En application de la loi Chasse 2019, nous devons procéder à la fusion de nos réserves. Jusqu'ici, elles se composaient de 5 éléments différents. Il vous est proposé de les fusionner pour les présenter dans un compte unique dont le montant s'élèvera à 6 590 812 €. Veuillez procéder au vote de cette 5e résolution sur la plateforme. Je vais maintenant vous présenter les grandes lignes du budget prévisionnel 2021-2022 qui reprend les consignes issues de la loi Chasse du 24 juillet 2019 et son arrêté d'application en date du 11 février 2020. Ce budget déficitaire de moins 300 423 €, préparé par le conseil d'administration du 25 février 2021, vous est présenté. Il a été transmis à monsieur le préfet et n'a pas appelé de remarques particulières de sa part ni de ses services. Le total des charges s'élève à 3 305 059 €. Pour ne pas alourdir cette présentation, je vous citerai seulement les chiffres essentiels. Les frais de personnel, 1 040
80 117 euros. Le total des produits s'élève à 3 4 635 euros, avec un prix de timbre fédéral à 78 euros, maintenu cette année. Pour ne pas alourdir cette présentation, là aussi, je vous citerai seulement les chiffres essentiels. 1 443 278 euros, ce qui regroupe les recettes statuaires pour 10 526 chasseurs avec un permis départemental et 5 094 chasseurs avec un permis national, soit 1 304 958 euros. Plus les adhésions et contrats de service pour un montant de 138 320 euros. Les données prévisionnelles en comptabilité analytique permettent de déterminer un résultat par section. 2. Le résultat fédéral ressort à moins 108 677 euros. Le résultat dégâts grand gibier à moins 191 746 euros. Le résultat éco-contribution à 0. Nous vous informons que le prix des bracelets reste inchangé et s'établit comme suit. Pour le sanglier, 35 euros. Le chevreuil, 21,50 euros. Le cerf, 111,50 euros. Et le daim, 41,50 euros. Conscient des difficultés d'apport de trésorerie que les territoires ont pu rencontrer cette année, votre fédération vous propose un règlement des plans de chasse fractionné en 3 fois. Les efforts consentis cette année ont contribué à la régulation des populations de sangliers, mais doivent être poursuivis pour favoriser une baisse significative du montant des dégâts. Je vous remercie de votre attentive écoute et vous soumets cette 6e résolution à votre approbation. Je remercie M. Christophe Langlais et Mme Véronique Lacambre du cabinet d'expertise comptable, ainsi que M. Joël Farbos, notre commissaire aux comptes, pour la qualité de leurs conseils et la grande disponibilité dont ils ont fait preuve chaque fois que je les ai sollicités. Merci également à l'ensemble du personnel, et plus particulièrement au service administratif et à notre comptable Anne-Marie Perrault, qui ont fourni le travail rigoureux que je souhaitais dans le cadre de ma fonction. Je vous remercie de voter sur la plateforme cette 6e résolution. Je vais maintenant vous demander votre attention et je laisse la parole à Jean-Bernard Delard, qui est vice-président, pour vous présenter les vœux soumis au vote. 7e résolution. Vœu numéro 1. PMA de 2 faisans et 2 perdrix par jour, de chasse et par chasseur. Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'adopter, à l'échelle du département, un prélèvement maximum autorisé journalier de 2 faisans et 2 perdrix. 82% des ACCA du département ont déjà adopté un PMA. En adoptant en Assemblée générale ce PMA de 2 faisans et de 2 perdrix par jour et par chasseur, vous confirmerez la volonté des chasseurs de la Charente-Maritime de s'impliquer dans la politique du développement du petit gibier de plaine. Merci de bien vouloir procéder au vote de cette 7e résolution. Huitième résolution. Vœu numéro 2. Mise en place du PMA BECAS, prélèvement maximum autorisé, mensuel. Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'adopter pour la BECAS à l'échelle du département un prélèvement maximum autorisé en plus des PMA journaliers, hebdomadaires et annuels déjà en application pour notre département. La proposition de PMA mensuel est de 15 oiseaux, ce qui porterait le PMA BECAS à 2 journaliers, 6 hebdomadaires, 15 mensuels et 30 annuels. Veuillez procéder au vote de cette 8e et dernière résolution. Je rends donc maintenant la parole à notre président. Merci à tous, merci Jean-Bernard pour la présentation des vœux. Si des personnes n'ont pas encore voté, je les invite à le faire au plus vite, car la session électronique sera, je vous le rappelle, close à 22 h.
Le résultat des votes sera consultable à partir de lundi 26 avril 2021 à midi. Je vais maintenant clôturer notre Assemblée Générale en vous présentant le rapport d'orientation de la prochaine saison. Chasseresses, chasseurs, chers amis, certains pensent, parfois disent ou écrivent, que les chasseurs sont des hommes du passé. À force de le répéter, je crains fort qu'ils finissent par le croire. Pourtant, je vous le dis, la chasse vit, elle évolue, elle s'adapte. Aujourd'hui, plus que jamais, les chasseurs sont devenus des acteurs incontournables de la nature, de la protection de la biodiversité, mais également des partenaires du monde agricole, forestier et même touristique. 2020 a été une année plus difficile pour la France et les Français. La Covid-19 s'est abattue violemment sur nos certitudes et nos habitudes, bouleversant nos vies. J'ai évidemment une pensée pour tous nos concitoyens qui ont dû affronter des situations douloureuses. Le monde de la chasse n'a pas été épargné. En 2019, nous étions rassemblés pour notre Assemblée Générale, en présentiel comme on dit maintenant. Depuis, une année inédite s'est écoulée dans un climat d'incertitude face à cette pandémie dont nous ne sommes toujours pas sortis. Si la France a été bouleversée dans son fonctionnement, la pratique de la chasse a évidemment connu, comme les autres activités de la nature, des hauts et des bas depuis plusieurs mois. Les activités cynégétiques qui n'ont pas échappé au premier confinement à partir de mars 2020 ont repris de manière normale en respectant les gestes barrières à partir du 1er juin 2020. L'ouverture anticipée de la chasse du 1er juin 2020 a été rendue possible, même si le confinement de la France pendant ces 2 mois a quelque peu retardé les décisions dans beaucoup de secteurs. Le nouveau confinement, qui a débuté le 30 octobre 2020, s'est déroulé, au contraire du précédent, en pleine période de chasse. Les nouvelles règles de ce confinement ont été précisées dans un décret du ministère de la Santé paru au JO du 30 octobre. La FNC s'est engagée dans des négociations pour faire valoir les intérêts de la chasse, alors que ce décret ne l'évoquait même pas. Au final, c'est donc dans le cadre de leur mission de service public et d'intérêt général que les chasseurs ont pu obtenir des dérogations à l'interdiction de se déplacer lors de ce confinement au motif du maintien de la régulation de la faune sauvage et des espèces animales classées comme nuisibles. Les battues administratives et autres battues au sanglier et au cervidé, et exceptionnellement d'autres espèces chassables, ont été autorisées par l'administration sous certaines conditions. L'objectif poursuivi a été de permettre ainsi de limiter les dégâts occasionnés aux cultures agricoles. Un sujet sur lequel je reviendrai, car il a fait l'objet d'une large discussion, suivi d'une délibération lors de notre précédente Assemblée Générale. Pour organiser cette régulation cynégétique dans des conditions sanitaires compatibles avec la pandémie et selon la situation spécifique de chaque département, le ministère de la Transition écologique et solidaire a adressé au préfet une circulaire en date du 31 octobre. Les modalités pratiques de ces missions d'intérêt général concernant la chasse ont été définies par les préfets en concertation avec les acteurs de terrain. Les conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage ont été convoqués rapidement pour définir les protocoles et les conditions sanitaires à respecter. Enfin, il était obtenu que l'OFB maintienne les examens du permis de chasser durant le confinement. Vous l'avez tous constaté, tout au long de cette année chaotique, le bilan de cette période de confinement et couvre-feu est donc mitigé. Car, contrairement à d'autres activités nature qui peuvent se pratiquer toute l'année et que l'on peut décaler de quelques semaines,
la chasse du petit gibier et des migrateurs a une saisonnalité évidente. Sachons rester positifs. Chacun a pu quand même pratiquer un peu sa passion, avec sûrement moins de convivialité et de complicité que d'habitude. Cependant, restons unis et solidaires, et ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu en opposant la chasse dite de loisir, terme que je réfute, à une chasse utile qui aurait donc une vraie légitimité. Cette pandémie de Covid-19 a mis en lumière le rôle des chasseurs dans l'accomplissement de missions considérées par l'État comme d'utilité publique. Peu d'activités de loisirs peuvent se prévaloir d'un tel rôle reconnu. Je voudrais évoquer devant vous ce déferlement de haine contre la chasse depuis maintenant plusieurs saisons. Tous les modes de chasse sont attaqués, des miradors détruits, des tonnes de chasse incendiées, des chiens kidnappés, des voitures et des pavillons de chasse vandalisés, et je ne reviendrai pas sur la vénerie, objet d'un déferlement de haine de la part d'extrémistes. D'autres activités rurales commencent aussi à être attaquées, comme la pêche au vif, voire le no-kill. Dois-je aussi évoquer le saccage des boucheries, ou encore la stigmatisation d'un monde agricole accusé des pires crimes contre l'humanité, alors même que leur métier vise à nourrir nos enfants. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous citer une phrase de Saint-Just, « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». La France des campagnes ou la France des villes, les gilets jaunes ou les cols blancs, les premiers ou les derniers de cordée, la France d'en haut ou la France d'en bas, ces oppositions chez nous n'existent pas. La chasse et ses traditions, c'est la France de tous. La liberté des grands espaces, l'égalité face au règlement, la fraternité du repas de chasse. La chasse est une et indivisible. Soyez tous persuadés qu'il n'y a pas un jour qui ne s'écoule sans que votre équipe fédérale ne défende ces trois valeurs qui fondent notre République et notre perception de la chasse. Notre force est dans notre vision d'une écologie progressiste, qui n'est pas en concertation avec le respect des traditions. Comme beaucoup de ruraux, nous ne supportons plus l'écologisme punitif, doctrinaire et idéologique, bafouant, au nom de la fin du monde, les droits les plus élémentaires des ruraux qui considèrent la chasse comme un mode de vie ancestral, et j'irais même jusqu'à dire identitaire. Le jour viendra où l'ensemble du monde politique comprendra que, pour réussir la transition écologique, il faut juste ne plus en confier la gestion aux écolos de salon. La réalité ne peut pas s'appréhender à travers le prisme de l'idéologie. Cela relèverait du fanatisme. Le chasseur est très attaché à son territoire. Il le surveille, le gère, mais parfois un élément perturbateur vient rompre cet équilibre que l'homme a trouvé avec son environnement. Je parle bien ici de l'homme au centre de la nature, et non pas d'un homme dont l'existence est déterminée par cette nature. Vous l'avez peut-être compris, cet élément perturbateur auquel nous serons peut-être confrontés, ainsi que nos amis agriculteurs et éleveurs, c'est le loup, qui a fait son apparition cette année dans notre département et qui colonise peu à peu l'ensemble du territoire français. Nous surveillerons de très près son évolution dans les années à venir, non pour l'éradiquer, mais pour en contrôler les effectifs. Dans la continuité du rapport d'activité et du rapport financier qui vous ont été présentés, je souhaite revenir sur quelques éléments récents et vous apporter un éclairage sur les défis que nous allons devoir relever sans tarder pour continuer à défendre et à promouvoir notre passion. Nous nous sommes très vite adaptés à cette nouvelle loi chasse, entrée en vigueur en décembre 2019, qui a modifié structurellement le fonctionnement de notre fédération départementale, mais également celui des fédérations régionales et nationales. L'État s'est désengagé des missions de service public qu'il exerçait jusqu'alors. Nous sommes donc désormais administrativement et pénalement responsables du bon fonctionnement des ACCA et des plans de chasse, tant du petit que du grand gibier. Nous devons bien entendu gérer l'ensemble des dossiers dans le strict respect de la loi et des règlements. Cette nouvelle loi permet également de corriger un arrêt du Conseil d'État qui aurait pu avoir les effets dramatiques pour nos ACCA. En effet, un arrêt rendu le 5 octobre 2018 aurait pu, si rien n'avait été fait, donner la possibilité à des propriétaires privés de se regrouper pour obtenir les surfaces légales d'opposition cynégétique. Autant vous dire que c'était la mort des ACCA et par conséquent de la chasse populaire. Nous aurons donc encore et toujours à nous battre pour sauver nos ACCA.
Nous aurons donc encore et toujours à nous battre pour sauver nos territoires de chasse. Je pense aussi à ces projets éoliens qui fleurissent un peu partout, auxquels s'opposera toujours la Fédération. En effet, bien qu'on veuille nous faire croire le contraire, les éoliennes ne sont pas écologiques, mais bien le fruit d'une folie idéologique qui permettra à quelques opportunistes de gagner de l'argent sur le dos de la biodiversité. Je salue d'ailleurs au passage nos amis non-chasseurs qui se battent au quotidien contre ces projets fous. Les enjeux liés à la gestion des espèces, à la préservation des milieux naturels et à la reconquête de nos territoires sont indissociables du développement durable et des divers usages qui y sont rattachés. Au premier rang desquels il y a l'agriculture. Il ne peut y avoir de reconquête de la biodiversité sans l'implication des agriculteurs. À ce titre, je remercie particulièrement les représentants de la Chambre d'agriculture avec qui nous travaillons étroitement chaque semaine et qui contribuent à instaurer un dialogue constructif. Il n'est plus possible de payer 100% des dégâts et de ne chasser que sur 70% du territoire. Il ne faut plus que les chasseurs restent les seuls payeurs des factures d'indemnisation et encore moins sur des territoires non chassés. Nous voulons que les nouveaux objecteurs de conscience synergétique reçoivent le même traitement financier que le nôtre. Le grand gibier mobilise une grande partie de nos chasseurs, dont le chevreuil, qui voit ses attributions augmenter régulièrement. Les secteurs de vignobles doivent néanmoins faire l'objet de toutes nos attentions, car entraînant des indemnisations très onéreuses. Merci encore à M. Régis Dumont, expérimentateur bénévole, dont les expériences ont permis de réduire, grâce à des actions de prévention, le nombre de dossiers de dégâts. 4 secteurs du nord-est du département ont été victimes d'une mortalité anormale par entérotoxémie. 36 cadavres, dont mystérieusement 30 brocards, ont été recensés principalement de septembre à octobre. Notre fédération a tout mis en œuvre pour les analyses et assister nos adhérents concernés. Mais devant la disparité des situations, eux seuls étaient à même de mettre en place les mesures préconisées ou pas. Les cerfs, nos grands cervidés, subissent une baisse significative de leur effectif sur le massif de la forêt de la Cour. Ailleurs, les populations sont légèrement stables, mais le braconnage sévit toujours. Je ne doute pas un seul instant que nos adhérents concernés vont à nouveau faire preuve d'une mobilisation sans faille pour enrayer le fléau des prélèvements illicites qui sont à l'origine de ces difficultés. Ils seront pour cela bien évidemment aidés par les services de police de la chasse. Mais cette année encore, les discussions se sont concentrées sur le sanglier. La situation devient préoccupante dans certains secteurs non boisés, où les sangliers colonisent les moindres zones de quiétude. L'interdiction ou la limitation de la chasse dans ces zones sont, sans aucun doute, à l'origine de l'abondance du sanglier, là où il n'a pas sa place, avec en parallèle une explosion des indemnisations. Avec votre accord, je compte bien défendre les intérêts de notre fédération pour une responsabilisation financière de ces territoires à problème sur lesquels il nous faudra cependant rester très vigilants. Nous ne pouvons en aucun cas laisser des populations se développer en plaine ou en périphérie des villes. Contrairement aux années précédentes, je serai un peu plus optimiste pour les zones forestières où nous constatons par endroits un net recul des effectifs. Mais nous devons maintenir la pression. N'oublions pas les objectifs fixés par notre schéma départemental. Nous avons tenu nos engagements et pris nos responsabilités. Les attributions de bracelets ont été possibles chaque semaine. Certains sont venus plusieurs fois dans la saison pour réajuster leur dotation, car il est toujours difficile d'estimer une population dès l'ouverture. Nous poursuivrons, bien sûr, cet assouplissement. La procédure de remboursement des bracelets non utilisés a été maintenue et sera reconduite, mais à la seule condition que les dégâts diminuent. L'accord pris au niveau national entre chasseurs et agriculteurs prévoit un abaissement de la population de sangliers de 30% sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour la première fois, la FDC 17 va mettre en place un système de marquage spécifique pour les sangliers de moins de 20 kg. Cette régulation permettra de mettre un frein à l'accroissement démographique du sanglier, évitant ainsi de trop lourds dégâts et des situations devenues insupportables pour de nombreux agriculteurs. Il en va aussi de l'intérêt des chasseurs. De nombreuses ACCA
éprouvent des difficultés financières. Ce système de marquage sera proposé à prix coûtant, car sinon, très bientôt, le prix du bracelet sera devenu tellement prohibitif qu'il réfrènera lui-même la régulation au lieu d'en permettre l'indemnisation. Il s'agit d'un fragile équilibre à maintenir alors que notre population de chasseurs diminue. Stéphane Chénier, notre vice-président, vous expliquera tout à l'heure le principe. Vous savez que la fédération a l'obligation légale de disposer des recettes nécessaires pour faire face aux indemnisations. Nos seuls leviers restent le prix du timbre grand gibier, celui des bracelets ou encore la contribution territoriale pour équilibrer notre compte de dégâts. Depuis 2020, le gouvernement a pris la décision de prolonger la chasse du sanglier jusqu'au 31 mars. Même si nous sommes bien conscients qu'à cette période de l'année, la nature a besoin de repos, nous vous encourageons à chasser dans les zones où les sangliers sont susceptibles d'occasionner des dégâts sur les semis de printemps. Nous savons aussi que la saison a été longue pour certains et que chasseurs et chiens ont bien besoin d'une trêve. Nous poursuivons l'opération chasse-vacances avec les formations sur la chasse estivale du renard, attractive pour les jeunes et les touristes chasseurs qui visitent notre beau département. La chasse peut contribuer au développement économique local et la fédération continuera à proposer des services qui mettent en relation l'offre et la demande. Un bon moyen pour développer le tir d'été du brocard, voire du sanglier. En matière de sécurité, les accidents recensés la saison dernière et les incidents ou problèmes de comportement de certains chasseurs doivent nous alerter. Nous déplorons en 2020 un accident mortel que je condamne fermement. Il ne s'agit pas d'un acte de chasse, mais de braconnage, qui a malheureusement entraîné le décès d'un chercheur de champignons. L'auteur de cet acte scandaleux sera exclu à jamais de notre famille. Nous avons réclamé le retrait à vie de son permis de chasser. C'est une épreuve que je ne souhaite à aucun président de fédération de chasse. Notre fédération n'est pourtant pas restée inactive en la matière. Près de 1000 personnes ont participé aux formations sécurité ou chef de ligne, mises en place cette année. Ces formations sont véritablement plébiscitées à votre niveau, selon vos propres appréciations. D'ailleurs, une de vos revendications régulières était de voir ces formations étendues à tous les participants au battu. Sachez qu'une formation sécurité nationale est en cours de concrétisation, obligatoire tous les 10 ans. Nous avons aussi l'obligation de créer une commission sécurité au sein du conseil d'administration de la fédération. Sur l'ensemble du territoire français, les dispositifs d'identification des chasseurs en battu par la couleur orange, ainsi que la pose de panneaux d'information pour les usagers de la route, sont aussi obligatoires, ce que nous faisions déjà en Charente-Maritime. J'attire votre attention, en application des conventions passées au niveau national, sur la nécessité de panneauter autant les accès routiers que les chemins de grande randonnée utilisés par nos amis cavaliers, vététistes, randonneurs ou simples promeneurs. Nous ne sommes pas les seuls utilisateurs de la nature et devons rester très prudents à l'égard des autres. Je félicite d'ailleurs nos amis chasseurs des îles d'Oléron et Ré qui doivent redoubler de vigilance lors des périodes d'afflux touristique. Beaucoup d'obligations certes, mais oui, il nous faut en passer par là si nous voulons limiter au maximum les risques d'accident. Même si le risque zéro n'existe pas, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Votre fédération continue également à s'investir dans le développement du petit gibier. Nous souhaitons aller vers un rétablissement de la petite faune de plaine, en résonance avec une réflexion issue des retours d'expérience de territoires volontaires en faveur du petit gibier. Depuis 2018, 130 000 € d'investissement en faveur de la petite faune de plaine sont budgétisés annuellement par votre conseil d'administration. Le projet est ambitieux, mais pour qu'il se réalise, il faut dans un premier temps sauvegarder la biodiversité ordinaire. Ces 30 dernières années, les territoires ruraux ont vu les populations de petites faunes de plaine s'effondrer partout en France. Afin d'éviter que ces déséquilibres ne s'accentuent, le rôle des chasseurs dans la gestion de la nature est devenu essentiel. Plusieurs études environnementales montrent la corrélation entre la disponibilité alimentaire en période de transition saisonnière et les variations de densité, notamment chez les oiseaux. Cela montre la nécessité, pour les chasseurs, de s'impliquer dans l'aménagement et l'amélioration des territoires pourvoyeurs de nourriture. C'est ainsi que votre fédération soutient un certain nombre d'actions de sauvegarde du patrimoine naturel, telles que les plantations de haies ou des buissons,
les réhabilitations de mares naturelles. Il y a donc une réelle opportunité, au moment où la nouvelle politique agricole commune s'oriente également vers un programme plus favorable au maintien de la biodiversité, pour que les chasseurs développent un partenariat avec les agriculteurs et les propriétaires ruraux. Un repositionnement de la politique de gestion est nécessaire et nous allons devoir rapidement développer des actions et des stratégies d'ampleur. Ces actions concernent prioritairement pour notre département 3 espèces, la perdrix rouge, le faisan et le lièvre. Pour le lièvre, la politique de gestion inclut désormais la totalité du département. Basée sur les résultats de suivi de population avant reproduction et sur les prélèvements effectués à la chasse, un plan de gestion est adopté par les gestionnaires chaque année. Les chasseurs ont su réagir et s'adapter devant l'effondrement des populations survenues dans les années 90. Après avoir abandonné les lâchers de lièvres au profit d'une gestion durable des populations naturelles, les résultats sont là. Vous pouvez être fiers du travail accompli. Aujourd'hui, tout en respectant les équilibres et en permettant à la ressource de se renouveler, les 8500 lièvres prélevés à la chasse sont tous des animaux sauvages. Cependant, il faudra toujours être vigilant. Le lièvre reste une espèce sensible. Il a pratiquement disparu des départements qui ont refusé de le gérer. Pour la perdrix rouge, le constat laisse à réfléchir et démontre que la fédération est consciente des enjeux. Nous avons donc travaillé pour qu'une production de perdrix rouge non hybridée permette, en introduisant des oiseaux juvéniles en été, d'assurer le renforcement des populations. Pour garantir la qualité des produits issus de ce travail, un cahier des charges comportant la traçabilité des oiseaux est protégé par une marque. Perdrix rouge, La Royale, déposée par la FDC 17 à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Ainsi, tous les adhérents de notre fédération peuvent bénéficier de ces perdrix s'ils le souhaitent. Le jeu de mots m'y invite. Nous n'avons pas à rougir de cette méthode de repeuplement qui est désormais copiée par les naturalistes pour des espèces en déclin, comme l'outarde capetière. Le faisan, avec le déclin des populations sauvages, est globalement devenu un gibier de tir. La question que l'on peut se poser est de savoir si les lâchers, en période de chasse, ne vont pas être de plus en plus réglementés sous la pression des penseurs qui s'attribuent la fonction de police de l'opinion, avec le regard que porte désormais notre société sur le bien-être animal. Les règles risquent bien de changer. Il faut que les chasseurs acceptent de progresser sur le plan de l'éthique, inhérente à certaines pratiques, telles que les lâchers de faisans de tir. L'action de prélever par la chasse un animal sauvage peut facilement se comprendre. Il devient beaucoup plus compliqué de se justifier lorsqu'il s'agit d'un animal tout juste sorti d'une boîte. Dans notre département, il se lâche plus de 140 000 faisans de tir. En fin de saison, il n'y a pas plus de faisans sur nos territoires qu'au début. Devant ce constat accablant, la chasse doit réformer ses pratiques. Le faisan est avec le lièvre et la perdrix le gibier qui a le plus d'avenir dans notre département. Si la situation était très préoccupante voici encore quelques années, le projet de développer des populations mixtes devient un vrai sujet d'actualité. C'est cette orientation qu'a souhaité embrasser votre conseil d'administration au travers des contrats Petite Faune de Plaine. Sur la base du volontariat, ils sont destinés à faciliter l'installation des populations naturelles pour remplacer progressivement les lâchers de tir par des réintroductions en été de faisans d'eau. Basé sur une souche de faisan de qualité appelée Mandchourie, la progression de ces contrats dépasse nos objectifs. De 16 en 2018, nous sommes passés à 98 communes engagées dans ce processus en 2020. Les résultats sont très encourageants et devraient même aboutir, dès la saison 2021, à la gestion de populations mixtes sur une vingtaine de communes avec la possibilité de prélever des faisans sauvages. La reconquête de nos territoires passe aussi par la reconquête de nos pratiques cynégétiques. La fédération sera en mesure d'accompagner tous ceux qui en sont convaincus. Un rapprochement avec les éleveurs de gibier est en cours afin de pouvoir disposer de suffisamment de faisans d'eau de qualité et d'assurer le repeuplement des territoires volontaires. En orientant progressivement la chasse vers des oiseaux sauvages, en prélevant de manière raisonnée et adaptée, il sera possible d'éviter que la réglementation n'interdise les lâchers de gibier en période de chasse, comme c'est déjà le cas dans la plupart des pays européens. Nous devrons aussi favoriser et développer les réserves de chasse et de faune sauvage
en faveur du petit gibier. La politique nationale vient, dans le cadre de la réforme de la chasse, d'orienter le rôle de ces réserves. Tous les territoires qui solliciteront une nouvelle modification de réserve de chasse devront la motiver en faveur de la préservation du petit gibier. Le service technique évaluera les demandes, leurs intérêts et leurs motivations et aidera les ACCA à élaborer un projet en conformité avec la nouvelle réglementation. Impossible de parler de gestion de petit gibier sans parler des prédateurs. Dans le département, l'indice kilométrique d'abondance nocturne, qui sert d'indicateur de suivi, est actuellement de 0,42 renards au kilomètre éclairé. Notre plan, qui ambitionne d'augmenter les captures de renards, s'est traduit par une augmentation des formations de piégeurs agréés, y compris des jeunes durant leur cursus scolaire, afin de renouveler les effectifs. Un partenariat passé avec le lycée de la mer de Bourse-Franc, les maisons familiales de Chevanceau et Saint-Germain de Marencennes, ainsi qu'avec le lycée de Saint-Antoine de Bois, a débouché sur la formation de 53 étudiants. Selon les secteurs, des démonstrations pratiques sur le terrain par les référents piégeurs et les techniciens cynégétiques ont permis de sensibiliser plus de 160 piégeurs et responsables d'associations. Il faut bien sûr évoquer les corneilles noires, qui sont une vraie nuisance pour le développement du petit gibier. Nous souhaitons par ailleurs améliorer le réseau de surveillance sanitaire afin de détecter, de réagir et d'anticiper sur les mortalités anormales de la faune sauvage. La fédération a augmenté le nombre de lanceurs d'alerte en sensibilisant principalement la profession agricole. Nous allons à cet égard accentuer notre communication en distribuant des supports d'information à destination d'un plus vaste public, tout en continuant de nous appuyer sur notre principal réseau, celui des chasseurs. Nous resterons ainsi l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en matière de suivi de connaissance de la faune sauvage, ce qui nous permet d'affirmer haut et fort que nous sommes bien les premiers écologues de France. La fédération et les ACCA du sud du département ont été très fortement sollicités pour faciliter la capture des blaireaux dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine. En effet, plusieurs analyses confirment que le virus est bien présent dans beaucoup de nos secteurs. L'année 2021 est déjà marquée par le renouvellement de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, autrement dit, les espèces anciennement appelées nuisibles. Ceci donne lieu à de multiples recours devant les tribunaux de la part de différentes associations écologistes qui ne comprennent pas la différence entre la science de l'écologie et l'idéologie fanatique de l'écologisme. Je peux vous affirmer que les groupes anti-chasse sont en la matière de plus en plus virulents et que nous devons justifier l'ensemble de nos données. Cette année, encore, le nombre de bilans de captures et de déclarations de dégâts dus aux prédateurs sont faibles. Les espèces sont alors automatiquement retirées de la liste des nuisibles. Certains départements ont perdu le renard, voire la fouine. Nous devons rester très vigilants. Une pression très forte va être exercée par les associations écologistes sur les préfectures pour le déclassement de ces espèces. Ce scénario serait dramatique pour les populations de petits gibiers. Nous savons pertinemment que le seul objectif de ce genre d'association est de faire disparaître la chasse plutôt que de protéger la biodiversité. La Charente-Maritime reste une terre d'accueil des oiseaux migrateurs et la Fédération consacrera toujours une part significative de ses moyens à la défense des modes de chasse liés à cette situation favorable. Néanmoins, nous avons de grosses inquiétudes pour le gibier d'eau. Comment, d'un côté, refuser aux chasseurs français de prélever quelques oies au mois de février, alors que, d'un autre côté, elles sont gazées en Hollande? Notre seul espoir réside dans la position de la Commission européenne. Nous venons de perdre la chasse du courlis cendré. Aucune avancée sur la barge à queue noire. Et une grande partie des limicoles est susceptible d'être retirée des espèces chassables. Certaines catégories de canards sont aussi dans le viseur de l'Europe. Il est bien évident que nous ne lâcherons jamais le combat pour la chasse du gibier d'eau et des migrateurs. Nous continuerons bien sûr nos études scientifiques sur notre site de la cabane de Moin. Pour rappel, ce pôle nature composé essentiellement de zones humides est entièrement géré par les chasseurs. Nous avons des ambitions pour notre cabane. En septembre 2020, nous avons déposé une demande de classement en réserve naturelle régionale auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Le dossier est actuellement en cours d'instruction. Des travaux d'agrandissement, de valorisation et de réhabilitation à caractère pédagogique
touristiques et scientifiques pourront, avec le concours financier des collectivités locales concernées, être réalisés d'ici le printemps 2022. Je tiens à remercier le département de la Charente-Maritime pour l'accompagnement dont nous bénéficions au titre des espaces naturels sensibles et la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan pour son soutien dans l'instruction des dossiers. Créée dans le cadre de la réforme nationale sur la chasse, l'éco-contribution permet à votre fédération de soutenir plusieurs actions de restauration du patrimoine naturel en zone humide, ainsi qu'une campagne de comptage, bagage et suivi par balise GPS. Cet effort consenti à nos chasseurs de gibier d'eau, du même montant que pour le petit gibier, s'élève à 130 000 € annuels. Le front de l'influenza aviaire a été réouvert fin octobre 2020. L'arrivée en Europe puis en France d'un nouveau virus, proche de celui ayant circulé en 2015-2017, mais encore plus contagieux, a entraîné à nouveau des contraintes très fortes pour nos chasseurs de gibier d'eau et de petit gibier. Le transport des appelants a été interdit sans aucune dérogation possible et notre action en justice n'a pas été concluante. Le Conseil d'État se retranchant derrière le principe de précaution, nous devons maintenant préparer l'avenir en nous appuyant sur les retours d'expérience de cette année. Sur la question du plomb, reconnaissons le travail de mobilisation de la FAS pour argumenter et éviter le pire. En effet, le projet initial de la Commission européenne interdisant l'utilisation de grenailles de plomb à 400 mètres de toute zone humide permanente ou temporaire, quelle que soit sa taille. Le règlement européen a été publié le 25 janvier 2021 avec cette difficulté latente d'une définition totale, imprécise de la zone humide, mais avec une zone tampon réduite à 100 mètres. L'autre difficulté concernera l'interdiction d'utilisation et de détention de cartouches à grenaille de plomb dans ses poches lorsqu'on se trouve en zone humide. Il conviendra de travailler d'ici à 2023 avec l'État pour trouver une traduction nationale pragmatique. Après cette première étape, le comité européen ECHA ne veut pas en rester là et prône l'interdiction totale des munitions avec du plomb dans 5 ans. La FAS a lancé une grande enquête auprès des chasseurs afin de bien évaluer l'impact socio-économique de ce texte. Une consultation publique européenne devrait être lancée. Nous vous alerterons le moment venu. Dans un autre registre, nous avons assisté à la nomination par monsieur le préfet de 22 louvetiers. Nous souhaitons vivement travailler avec eux, en toute confiance et en toute transparence, et nous veillerons à ce que rien ne nous oppose. Autre point important, la disparition d'un organisme que vous connaissez bien, l'ONCFS, qui a fusionné avec l'AFB, l'Agence française de la biodiversité, pour donner naissance à l'Office français de la biodiversité. Notamment chargé de mettre en place une police de la ruralité sous les ordres de Guillaume Rulin, chef de service départemental, les agents de l'OFB ont vu leur pouvoir d'enquête étendu et leurs moyens renforcés. Sous l'impulsion de notre nouveau directeur, nous initions actuellement une étroite collaboration entre la FDC 17 et la Gendarmerie nationale. Elle permettra d'améliorer tant quantitativement que qualitativement notre action de police de la chasse, indispensable au maintien de la sécurité, des plans de chasse et de gestion. En outre, tous les gestionnaires de territoire auront un interlocuteur identifié et formé au sein de chaque communauté de brigade pour mieux répondre aux exigences de proximité et de réactivité, tant à l'égard des braconniers que des antichasses. Je vous rappelle la création par la FNC sur son site internet de l'Observatoire des violences faites aux chasseurs, incluant les atteintes aux biens et aux personnes, qui sera un baromètre pour mesurer cette escalade néfaste. Cet outil procurera à l'État les arguments servant à légiférer pour protéger la liberté de la chasse, durement acquise à la Révolution française. La chasse devant rester avant tout une activité populaire, la fédération devra être, face à ces réformes, au rendez-vous de l'histoire. Notre volonté est de maintenir et développer la qualité des services de la fédération auprès de ses adhérents. Vous en avez eu un aperçu avec la vidéo de notre rapport d'activité. Le service au territoire et aux chasseurs est dans l'ADN de notre fédération. Et cela continuera avec, par exemple, l'accompagnement et l'appui aux ACCA et à ICA, ainsi qu'à tous les territoires adhérents, vers la dématérialisation de la plupart des documents. Nous allons aussi faire évoluer le carnet de prélèvement en y intégrant la carte ACCA. Vous n'aurez pas l'obligation de l'utiliser, mais cette possibilité vous permettra de réaliser des économies. Pascal Barboteau, président de la commission Petit Gibier, vous fera la présentation dans quelques instants. La fédération maintiendra également la centrale d'achat,
Elle vous fera bénéficier de tarifs avantageux sur vos dépenses obligatoires. Dans le cadre du transfert des missions de la DDTM vers la Fédération, nous assurons désormais des missions de service public au sens strict. Indemnisation des dégâts, préparation des candidats à l'examen du permis de chasser et guichet unique pour les validations, instruction des dossiers de changement de réserve, instruction des dossiers d'opposition, contrôle et validation des règlements intérieurs, ainsi que la totalité de l'instruction des plans de chasse. Je vais maintenant donner la parole à Stéphane Chénier, notre vice-président, qui va vous expliquer à la fois l'évolution du plan de chasse sanglier et les possibilités de chasse en réserve. Dans la foulée, Pascal Barboteau, président de la commission petit gibier, vous expliquera lui aussi les évolutions du carnet de prélèvement. Merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, le Covid nous oblige encore cette année à agir différemment que les autres années. Les réunions secteurs ont été annulées, les réunions plan de chasse ont été annulées, et nous avons adopté ce système pour de toute façon vous présenter l'Assemblée Générale. J'ai quelques éléments à vous présenter, notamment au niveau des prélèvements. Les prélèvements, on peut s'en féliciter, sont en augmentation. Nous avons prélevé 600 animaux en sanglier de plus que l'année dernière. Autour de 600 animaux, nous n'avons pas reçu encore tous les retours, mais ça sera à ce niveau-là, voire un peu plus. On ne peut que s'en féliciter, ça ne peut nous faire avancer que vers la maîtrise du sanglier, et c'est un grand mot, je le sais, mais je suis optimiste et je pense que tout le monde va dans ce sens-là. Concernant les dégâts, malheureusement, c'est pas la même chose, puisque les dégâts, nous avions un gros budget dégâts l'année dernière, et nous allons être juste pratiquement au même niveau, un peu moins, mais ça joue à pas grand-chose. Concernant la prévention, justement, vis-à-vis des dégâts, il faut absolument que nous soyons à cheval sur la prévention et que nous continuions nos efforts dans ce sens-là. Je vous rappelle que malheureusement, le monde agricole vient de connaître une période de gel, ce qui va occasionner une perte, et si derrière, nous ne mettons pas en place toutes les protections habituelles, je pense au tricot notamment sur la vigne, qui lui pourra nous préserver et empêcher des dégâts. Il faut absolument que nous restions dans cette position-là et dans ce sens-là. Il faut continuer nos efforts envers les agriculteurs, envers le monde agricole, et puis de façon à cumuler nos efforts de protection et nos efforts de prélèvement. Concernant le prix des bracelets, donc il n'y aura pas d'évolution cette année sur les prix. Ils seront identiques à l'année dernière, pas d'augmentation. Notamment au niveau du sanglier, du cerf, du chevreuil, mais aussi du permis de chasse. Le permis de chasse restera au même prix que l'année dernière. Inchangé, pas d'augmentation. Le remboursement des bracelets sangliers se fera sur le même système que l'année dernière. Les agents collecteront les bracelets à rembourser. Le tarif sera le même que l'année dernière, c'est-à-dire le prix du bracelet moins le plastique. Identique à l'année dernière, pas de changement. Concernant les évolutions pour la nouvelle campagne, deux évolutions importantes. Une concernant les réserves. Les réserves, plusieurs réglementations existaient. Lors de la dernière CDCFS, une seule réglementation va persister pour la chasse du grand gibier en réserve. De l'ouverture au 31 décembre, il y aura pour tout le monde, tous les secteurs, le dernier samedi de chaque mois et un jour glissant, en dehors du mercredi et du dimanche, pour respecter la gestion du sédentaire petit gibier. Ceci pour tout le monde, avec déclaration par mail à la DDTM. Ceci est indiqué dans l'arrêté préfectoral. Il y aura l'adresse mail dedans, vous aurez juste à la recopier et faire votre déclaration à chèque battu en réserve. À partir du 1er janvier jusqu'à la fermeture, c'est ouvert tous les jours pour tous les secteurs en réserve sans déclaration. La deuxième évolution, assez importante, c'est l'attribution de bracelets spécifiques pour les sangliers de moins de 20 kg. Comme vous n'avez pas pu être consulté pour les réunions plan de chasse, nous avons donc décidé d'attribuer 20% de l'attribution initiale en sangliers de moins de 20 kg, bracelets de moins de 20 kg. Tous les sangliers doivent être marqués. Les deux bracelets sont différents. Un bracelet pour les plus de 20 kg, un bracelet pour moins de 20 kg. Même couleur, deux bracelets différents. Le coût aussi, forcément, le coût des moins de 20 kg ne sera que le prix du plastique, et pas plus. Ceci afin d'aider les CCA qui prélèvent aujourd'hui 20 à 30% de petits sangliers. Dans la gestion et dans leur financement, ils vont pouvoir récupérer un peu de trésorerie. Nous réfléchissons évidemment à d'autres évolutions, mais pour l'instant, on n'a que celle-là à vous proposer.
Par contre, sur ces bracelets de moins de 20 kg, il n'y aura pas de remboursement, bien sûr, puisqu'ils sont à prix coûtant, et ils seront différenciés, je vous l'ai déjà dit. Après l'attribution initiale, ils seront, comme pour les bracelets de sanglier plus de 20 kg, de la même façon, sur le site de l'INXIS, vous choisirez ce que vous avez besoin et vous ferez vos demandes. Là-dessus, je pense avoir fait le tour, nous aurons l'occasion de discuter, vous aurez l'occasion de me dire ce que j'aurais pu oublier. J'espère que le Covid pour la nouvelle campagne sera derrière nous et que nous pourrons de nouveau nous rencontrer, avoir des discussions et faire évoluer la chasse dans le bon sens pour tous. Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle campagne, surtout portez-vous bien, faites attention à vous. Gérard, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je te laisse la parole, je me masque parce qu'il faut se protéger. Je ne peux pas essayer, moi. Bonjour à tous, merci Stéphane. Je te remercie de cette présentation qui est tout à fait ce que nous attendions, nous l'avons travaillé ensemble. Je pense que pour ce qui est de l'attribution des bracelets moins de 20 kg, vous en serez satisfait. Ça ne peut que vous apporter des prélèvements supplémentaires qui ne seront pas à prix du bracelet de 35 €. Voilà, comme l'a précisé Stéphane tout à l'heure, méfions-nous pour les dégâts. Il faudrait absolument que nous arrivions à faire baisser les dégâts sur notre département. Certaines zones sont à risque et ça ne peut que nous coûter de l'argent et donc on ne diminuera pas les valeurs plan de chasse, grand gibier, tant qu'on aura un dégât comme on l'a à l'heure actuelle. Voilà, je pense que tout a été dit. Comme l'a dit Stéphane aussi, à l'année prochaine, dans d'autres circonstances, nous l'espérons. Merci. Bonjour. Suite à l'évolution du carnet de prélèvement la saison passée, nous avons décidé d'y intégrer la carte de territoire. Ceci n'est pas une obligation, mais vous permettra de faire des économies sur l'achat de vos cartes. Il se présentera sous le même format que l'an passé. Merci de votre attention. Je remercie Stéphane Chénier et Pascal Barboteau pour cette intervention. Je terminerai mon propos en vous disant que j'ai la chance d'avoir à mes côtés un conseil d'administration engagé, où tous s'investissent sans compter dans les commissions et dans les réunions départementales, régionales et nationales. Je vous adresse aussi de sincères remerciements pour la confiance que vous m'accordez. Et nous avons également la chance de bénéficier au sein de notre fédération d'une équipe professionnelle aguerrie et motivée, que je tiens à remercier pour son implication, car elle fait la valeur de notre fédération au travers de ses missions et de son travail. Je tiens aussi à remercier, une fois de plus, les administrateurs pour leur confiance. Sur le plan externe, les relations de travail sont bonnes avec nos partenaires institutionnels. Au niveau du département, des échanges réguliers et constructifs avec les services de la DDTM et de l'OFB permettent d'envisager avec sérénité le suivi des dossiers. Nous échangeons toujours en parfaite intelligence, même si nos avis peuvent parfois être différents. Il est important pour la fédération d'avoir de véritables interlocuteurs à l'écoute de nos problématiques. Nous les remercions pour cette relation de confiance qui perdure. Je remercie aussi tous les responsables d'associations pour leur implication dans la représentation de tous les modes de chasse se pratiquant en Charente-Maritime. Vous étiez présents aux côtés de la fédération à la fête de la chasse qui s'est déroulée en juillet 2019 à Saint-Hilaire-du-Bois. Au passage, je remercie Bruno Ferchaud, le président de la CCA de Saint-Hilaire, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette manifestation, qui fut un véritable succès. La FDC 17 sera bien entendu de nouveau à vos côtés pour la prochaine édition, que nous attendons avec impatience. Enfin, je veux aussi vous remercier, vous tous, responsables et membres d'ACCA. Vous êtes, ne l'oublions pas, des bénévoles au service de la collectivité. Votre rôle est important et pas toujours facile. Pour conclure, j'ajouterai que nous sommes suffisamment attaqués de l'extérieur pour que nous ne laissions pas nos dissensions internes nous opposer. Notre cohésion, notre union font et feront notre force. Nous en avons et en aurons encore bien besoin pour nous défendre. Ne créons pas de brèches dans lesquelles certains sont prêts à s'engouffrer pour entraîner notre perte. Nous ne devons pas faire de discrimination entre ce que certains appellent chasse-loisir et chasse d'intérêt général. Nous sommes tous des chasseurs,
Restons unis et acceptons-nous dans la différence. Il en va de l'avenir de la chasse. Alors, soyons persuadés de notre force et œuvrons tous ensemble pour faire reconnaître la chasse comme une activité indispensable, occupant une place prépondérante dans la survie de nos territoires ruraux. La chasse, dans toutes ses composantes, est une chance pour nos territoires. Si les chasseurs n'agissaient pas, la biodiversité serait bien plus abîmée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nos pratiques sont légales, strictement encadrées, et nos actions au service de la nature sont reconnues par le législateur et l'autorité administrative. N'en déplaise à tous ceux qui travestissent les faits pour attaquer nos modes de vie ruraux et notre rôle incontournable. La chasse, qui compte 1 million de pratiquants et près de 5 millions de détenteurs de permis, est un formidable vecteur de cohésion rurale et sociale. La chasse recrute chez les jeunes, comme chez les retraités ou chez les femmes. Les effectifs se renouvellent et elle anime un fort tissu associatif. Les investissements humains et financiers des chasseurs profitent aussi à d'autres acteurs privés ou publics de ces territoires ruraux. 569 millions d'euros par an, c'est le bénéfice engendré par la chasse à destination des autres usagers de la ruralité. On a trop longtemps laissé les anti-chasses nous dépeindre de façon catastrophique, sans réagir ni rien expliquer. L'année 2020 marque une prise de conscience et le début de l'offensive. Comment comprendre ce que l'on ne connaît pas ? C'est pour y remédier que la FDC 17 a recruté une chargée de communication dont les missions se ventilent en 5 axes. Infographie, montage vidéo, suivi des réseaux sociaux, relations presse, événementiel, dès que la pandémie le permettra bien évidemment. Je reprendrai les mots de notre président national Willy Schran. L'année 2020 restera toutefois comme celle d'une fracture idéologique toujours plus grande entre les ruraux et les autres. Le RIP, le référendum d'initiative partagée, et ses variantes législatives en sont l'illustration parfaite. Sous couvert de bientraitance animale, la motivation de faire disparaître toutes les chasses traditionnelles ou de nous empêcher plus simplement de manger de la viande ou du gibier sont les nouvelles doctrines qu'on tente de nous imposer. Les maires écologistes en donnent à cœur joie avec les menus végétariens des cantines. Le manque de connaissance de notre passion est un frein majeur à son acceptation. Le devoir d'explication est immense, mais nous le construirons ensemble pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Dans cette perspective, votre FDC 17 accompagne la création de l'association départementale des chasseresses, le développement de la DJC 17 et instaure 2 comités élargis aux non-chasseurs sympathisants. Le comité Histoire et Patrimoine ayant vocation à réunir des passionnés de cette tradition qu'est la chasse, tant art royal que coutume populaire, afin de retrouver de vieilles recettes, des témoignages, des archives, des gravures ou autres objets pour répondre à une simple question: comment était la chasse avant ? Le second comité instauré est scientifique et a vocation à réunir des bénévoles dont l'expérience ou les qualifications peuvent soutenir nos réflexions et actions. Vétérinaires, balisticiens, hydrogéologues, botanistes, architectes, biologistes, juristes. Ces comités se réuniront au moins une fois par trimestre pour éditer quelques publications de leur libre conception et pourront être sollicités par le conseil d'administration sur des sujets spécifiques relevant de leur champ de compétences. N'hésitez pas à contacter nos services pour vous informer et proposer votre appui. Amis chasseresses, amis chasseurs, nous arrivons à la fin de notre Assemblée Générale 2021. Je vous informe que la vidéo sera disponible prochainement sur Internet, ainsi que le résultat des votes. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Portez-vous bien et rendez-vous en présentiel pour notre Assemblée Générale 2022. Vive la chasse et vive la ruralité!